Solutions palliatives sont en train d'être envisagées. À Bibois, les intervenants de la filière manioc réfléchissent sur la farine panifiable. Les images dans un instant. Les élections se profilent à l'horizon. La cartographie à jour s'impose. La création des nouvelles villes et autres communes perturbe la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ses experts étaient au ministère de l'Intérieur pour un échange sur la territoriale. Des médiateurs dans toutes les communes de Kinshasa pour la dénonciation des Kuluna. G24 par l'honorable Jean-Marie Lukulassi concrétise la promesse. La police ne laissera nulle place où la patrouille ne passe et repasse pour éradiquer cette délinquance avec l'aide des anciens Kuluna. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Katanda, dans le Kasaï oriental. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Nairobi, la capitale du Kenya, abrite depuis ce matin la Kinti Partit, ce sommet sous-régional, mais autour d'une même table, la RDC, le Rwanda, le Burundi et le Kenya et l'Ouganda. La question de la sécurité dans les provinces de l'Est de la RDC ont entamé le 8 avril dernier en marge de la signature de l'acte d'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est était au centre de ces discussions. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé hier à Nairobi pour participer à ces assises. Regardez. Près de 2 semaines après le mini-sommet quadripartite tenu à Nairobi, en marge de la signature par la République démocratique du Congo, de l'acte d'adhésion au traité de la communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet quintipartite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion quadripartite du 8 avril dernier au State House, le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient pris l'engagement de se retrouver de nouveau en il y a 2 semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois les présidents du Burundi, Evariste Ndayishimiye. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les 5 chefs d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finaux du mini-sommet, lesquels devraient reprendre des décisions et résolutions fortes. En plus des 5 chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, dont les USA et la France, sont impliqués dans ces processus. L'après-sommet de Nairobi sera suivi de plus près. L'application de la loi du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, l'initiateur, propose des modifications qui vont la rendre applicable. Ce jeudi, l'heure était à la présentation de la proposition de loi à la plénière. Regardez. Ceci n'arrive pas tous les jours qu'un président du Sénat abandonne son fauteuil au perchoir pour se livrer à un exercice non le moindre pour tout sénateur. Modeste Bahati Lukwebo l'a fait. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a initié la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.
Promulguée depuis 2011 et mise au frigo, cette loi n'a jamais été appliquée. À travers cette modification que vient de proposer l'actuel président du Sénat, ceci va créer sans doute les conditions de son application, car cette version modifiée va lever les barrières aux investisseurs et favoriser la diversification de l'économie congolaise, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'hémicycle, la quasi-totalité des sénateurs a manifesté l'intérêt au cours du débat général à travers les enrichissements et les recommandations. L'initiateur de la loi a sollicité 5 jours avant de revenir répondre aux préoccupations soulevées par ses collègues. Parmi les motivations de cette proposition de loi, il y a les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs locaux. Nous avons constaté que la loi qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011 sur l'agriculture n'est pas d'application parce qu'il y a certaines dispositions qui rendaient l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital, alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette disposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'ont pas pu le faire. Maintenant, nous proposons des améliorations pour qu'on puisse obliger que lorsque des étrangers viennent investir, qu'il y ait une participation minimale de l'État ou des nationaux, mais qu'on ne puisse pas bloquer les principes de la loi OHADA en ce qui concerne la constitution des entreprises. Il faut noter que la plénière avait peu avant suivi la réponse de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine qui réagissait à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambaye sur le traitement discriminatoire que subissent les artistes musiciens dans l'espace Schengen. L'auteur de la question a recommandé à la ministre d'organiser une table ronde avec la diaspora afin de mettre fin à cette situation. Une autre proposition de loi portant cette fois-ci principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo sera bientôt en discussion au Parlement. Les auteurs de cette proposition de loi sont en atelier depuis ce matin avec quelques députés nationaux et sénateurs pour examiner le contour de ce document. Pirombo Saïdi. Socialiser positivement un panel d'acteurs politiques et sensibiliser concrètement certains leaders d'opinion congolais afin d'obtenir une large adhésion et une implication efficace des parlementaires congolais dont les députés nationaux à la proposition de loi encadrant le secteur de l'élevage démocratique du Congo. Gage de l'adoption de la dite loi lors de la session ordinaire de mars 2022 à l'Assemblée nationale, telle est la principale articulation de la tenue de cet atelier, des validations, d'informations et de mobilisation de ces élus nationaux quant à l'appropriation du contenu, des réglementations proposées et des opportunités de l'adoption de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. Une belle opportunité pour l'initiative de cette proposition de loi qui a été validée par acclamation par l'assistance tout entière de marteler sa pertinence. Cette loi est très importante pour la République. Un secteur si vital, très important comme celui de l'élevage. Depuis toujours, ça a fonctionné sans un instrument juridique. Raison pour laquelle les gens qui œuvrent dans ce secteur-là sont tous venus soutenir cette loi. Cette session de sensibilisation, financée et appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement, a permis à ces parlementaires de mener un plaidoyer efficient calqué sur les réalités sociales congolaises, tout en crevant également l'abcès quant à la problématique sectorielle liée à la transhumance, source de déchirement ethnique et d'une cohabitation non pacifique des communautés locales. D'où la pertinence de l'adoption de cette loi comme cadre normatif en République démocratique du Congo. Une table ronde réunissant les communautés kassayennes et katangaises se résidant à Lubumbashi sera bientôt organisée dans le Haut-Katanga. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, à la tête d'une forte délégation ministérielle, est arrivé cet après-midi dans cette partie du pays. Pati Tondouango. C'est autour de 17h30, heure de Lubumbashi, que le Premier ministre a atterri dans les chefs-lieux de la province du Haut-Katanga. Jean-Michel Samalukonde Kyenge est reçu par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Après les honneurs, le chef du gouvernement est accueilli chaleureusement par une foule immense qui a envahi les alentours de l'aéroport international de la Luano.
Juste après, le cortège du chef de l'exécutif national a pris la direction de la place de la Poste où l'attendait une marée humaine depuis plusieurs heures. Une façon pour elle de manifester sa joie et son amour à l'égard de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, venu pour la deuxième fois en mission officielle dans cette capitale du cuivre. À la tête d'une importante délégation gouvernementale, le Premier ministre a remercié la population pour son accueil et son sens élevé du patriotisme. Le message, il est message, il est moi je m'appelle Kwangu, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mapendo Kwaoula Rimituma. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'exécutif national est à Lubumbashi pour préparer les assises de la table ronde sur les rapprochements des communautés vivant dans l'espace Grand Katanga, et ce, au lendemain de la rencontre entre les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les notables katangais, représentés par les sénateurs et députés issus de ces grands espaces. La République démocratique du Congo a déposé ses instruments de ratification du protocole de 2003 portant création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit la délégation congolaise pour ce faire. Doris Mozo-Tamboué. La République démocratique du Congo est désormais partie au protocole de 2003 portant création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La RDC est ainsi le 53e État de l'Union africaine ayant ratifié ce protocole. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Pala a déposé au siège de l'institution à Addis Abeba les instruments de ratification, lesquels ont été réceptionnés par l'ambassadeur Bankole Odeoye, commissaire pour les affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dispose à présent d'une voix délibérative et éligible à siéger au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ayant en charge la prévention, la gestion et les règlements des crises en Afrique. La cérémonie s'est déroulée au building Mwalimu Nyerere où est logée la Commission de paix et sécurité de l'organisation panafricaine. Avec sa situation régularisée, c'est une aubaine pour la République démocratique du Congo dans cette région de Grands Lacs en proie à des crises prévisibles. Les élections pointent à l'horizon, mais plusieurs obstacles bloquent l'opérationnalisation du processus électoral dans notre pays, notamment le double statut de certaines entités. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, il est techniquement important de dégager les pistes de solutions. Depuis ce matin, les experts du ministère de l'Intérieur et ceux de la CENI cogitent pour trouver des solutions. José Baïtombo. À la veille du scrutin électoral en RDC, résoudre certains préalables est plus qu'une nécessité. L'instabilité des entités territoriales décentralisées, problème des actes juridiques, le double statut de certaines entités, ce sont les quelques obstacles qui bloquent dans l'opérationnalisation du processus électoral. Une nouvelle cartographie s'impose sous l'œil regardant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les experts du ministère de l'Intérieur et ceux de la Commission électorale nationale indépendante réfléchissent sur la question des entités administratives, surtout celles nouvellement créées en ville et en commune, en vue d'harmoniser les modalités techniques et pratiques conformément aux tests qui les créent. Pour les patrons de la territoriale, Daniel Asselo Okito Akoy, il est techniquement important de dégager des pistes de solutions pour faciliter le travail de la CENI. Une commission paritaire a d'ailleurs été constituée et elle devra apprécier toutes les préoccupations évoquées afin de proposer dans un délai court à la CENI des solutions appropriées à cette problématique. Bien avant, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a reçu dans son bureau la nouvelle représentante résidente du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo. Avec Angèle Di Kongé à Tangana,
Les échanges ont tourné autour des dossiers en suspens des réfugiés dans la sous-région en Afrique centrale. Ces hôtes de Daniel Asselo sont rentrés satisfaits de toutes les assurances leur données pour résoudre dans un bref délai ces problèmes. Entre-temps, le processus électoral doit être financé et la Norvège réaffirme son soutien à la CENI pour des élections inclusives, crédibles et transparentes. Le diplomate norvégien l'a dit au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima-Titi Samba Hervé Mpoudi. Au cours de cette rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, le chef de la mission diplomatique norvégienne a réaffirmé au numéro 1 de la centrale électorale le soutien financier de son pays au processus électoral en cours en République démocratique du Congo, relevant qui s'est déjà engagé via le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en vue d'accompagner la CENI dans l'organisation des élections que tous souhaitent inclusives, transparente et crédible. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la CENI sur les préparations pour les élections de 2023. La Norvège veut bien être un partenaire pour que les élections soient transparentes, crédibles et inclusives. Et nous avons déjà contribué à une certaine somme d'argent pour les préparations. Et nous espérons que ça aide aux efforts que la CENI sont en train d'entamer et le rôle important de cette institution. L'appui de la Norvège est géré par la PNUD et c'est réservé exclusivement pour les préparations des élections. La République démocratique du Congo est le 7e pays au monde ayant noué un partenariat privilégié avec la Norvège. La place des évolués dans la commune de la Gombe a servi de cadre à la 4e édition du Festival du Livre et de la Bible, dont l'assistance, on pouvait voir un invité de marque, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Jessica Bassili. Lire, c'est vivre. C'est autour de ce thème que la 4e édition du Festival du Livre et de la Bible fait l'IBI en sigle, dont les activités ont été lancées officiellement ce mercredi 20 avril 2022 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, à la place des évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Immense honneur pour moi d'être convié à lancer la 4e édition de cet événement au nom à la fois curieux qu'évocateur qu'est le Festival du Livre et de la Bible Félibi. Ravi de cette initiative, grâce à laquelle les enfants notamment sont à la quête de l'apprentissage. Patrick Mouyaya a démontré toute l'importance de la lecture qui permet de voyager et d'apprendre du monde. C'est donc une belle initiative de voir toutes ces bonnes sœurs qui se dévouent et tous ces enfants qui sont à la quête de l'apprentissage, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui moyen de s'occuper d'une langue sainement. Et la meilleure manière de s'occuper, je pense que c'est en lisant, parce qu'avec la lecture, on peut voyager sans visa et on peut apprendre tout du monde. Plusieurs exposants ont rehaussé de leur présence dans le lancement officiel de ce rendez-vous culturel et scientifique organisé par les éditions Mediaspol et Pauline. La République démocratique du Congo a désormais un ambassadeur à la Cour commune et d'arbitrage de l'OHADA. Vous le savez, son nom c'est Jean-Marie Kambouma. Il a été élu récemment à Niamey au Niger en qualité du premier vice-président de cette juridiction. La ministre de la Justice explique le contour de cette élection au micro de Oscar Mbalkaïch. Ce point de presse a permis à la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiese, de présenter l'homme du jour, Jean-Marie Kambama, élu juge à la Cour commune et d'arbitrage de l'OHADA sur les 5 postes qui restaient à pourvoir. Au-delà du profil du candidat aligné par la RDC, 25 ans d'expérience en tant que magistrat, jour pour jour, un véritable lobbying a été mené au sommet de l'État et du gouvernement. La mission de cette juridiction, c'est de dire le droit, c'est de rendre justice, trancher les litiges et donc de gérer les contentieux commerciaux au niveau de la cassation. Qu'est-ce que la RDC gagne en étant membre dans une telle organisation? Et au niveau du Conseil des ministres, le président avait instruit pour qu'on puisse effectivement payer ses arriérés pour que notre candidat puisse être accepté. Et ça a permis à ce que notre candidat soit plus à l'aise. L'appui du Premier ministre sur le fait qu'il suivait de près, les instructions qui ont été données.
Des questions d'actualité, notamment sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, ainsi que les contentieux RDC-Ouganda, se sont invités au cours de cette rencontre avec les chevaliers du micro et de la plume. C'est vrai, il y a des soucis, effectivement, par rapport à la justice qui est rendue par le magistrat, mais nous essayons de pousser pour qu'on puisse sanctionner les différentes personnes qui commettent ces bévues. Avec un peu de volonté politique, la RDC se positionne sur la scène internationale grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre pays vient de se doter d'un nouveau document actualisé des ODD sur comment éliminer la pauvreté et la faim. Ce document fiable réalisé par les experts du ministère du Plan a été présenté aujourd'hui au public. Peggy Mukunda et Tony Djouma. Au total, 9 180 ménages issus d'un échantillon aléatoire à travers différentes provinces de la RDC viennent d'être répertoriés après la réalisation de l'enquête par grappe indicateur des objectifs de développement durable ODD. Enquête effectuée dans le cadre du processus de renforcement du mécanisme national de suivi et examen des ODD, et ceci répond à l'engagement pris par la RDC de souscrire depuis 2015 avec d'autres États membres des Nations Unies à l'agenda international de développement durable à l'horizon 2030, avec comme objectif de mettre un terme à l'extrême pauvreté, la faim, les discriminations et les dégradations environnementales. Ce document, qui permettra les pays de se doter de nouvelles données statistiques fiables pour les ODD, a été présenté officiellement devant le public par le vice-ministre du Plan Crispin Mbadou, ce dernier qui représentait les ministres d'État Christian Mwando Simba. Pour le coordonnateur de l'OCDD, Modeste Nyembo, le résultat de cette enquête donneront les indicateurs fiables pour le plan national stratégique pour le développement et serviront des boussoles à la mise en œuvre du projet du gouvernement des 145 territoires. Les deux partenaires, à savoir l'ABAD, l'OPNUD, tiennent à tout prix pour suivre leurs efforts pour appuyer financièrement le gouvernement congolais, aussi de renouveler leur ferme engagement à continuer leur partenariat avec la RDC. La farine de manioc panifiable pourra remplacer la farine de blé. La cellule d'appui et programme d'urgence intégrée de développement communautaire a ouvert un atelier ce jeudi avec les intervenants pour la modernisation de la filière manioc en République démocratique du Congo. Edith Chala et Guilhem Mukunga ont signé ce reportage. Sous la coordination de la CAPUIDC, la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire que dirige Philippe Ngouala Malemba, les experts du ministère de l'Agriculture, du Développement Rural, ceux des unités de coordination des projets ProADER, PEJAB et PADECA, les experts du Fonds national de promotion et des services sociaux et de l'IITA, se trouvent en atelier d'élaboration du plan d'action d'amélioration de la performance du portefeuille agricole et rural de la République démocratique du Congo. Ce projet financé par la Banque africaine de développement vise l'élaboration d'un programme d'activité détaillé et un programme de mise en œuvre des activités du projet de structuration et modélisation de la filière manioc à travers la promotion de la farine panifiable. Ce projet qui est une initiative du chef de l'État à travers la CAPUDC a reçu donc ce financement grâce à cette mission de la Banque africaine de développement à hauteur de 38,5 millions de dollars. Là, nous sommes réunis. Il y a un aide-mémoire de cette mission qui a été signé. Il y a des recommandations, des conclusions qui ont été formulées entre les deux parties, la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo. Pendant 3 jours de travaux en commission, les experts des différents secteurs sont appelés à avoir une compréhension harmonisée en termes de recommandations. Cet atelier se tient à Bibois, dans la commune de Lansele. Vers l'installation de l'usine pilote de l'industrie de fabrication des batteries électriques en RDC. L'heure est actuellement à la séduction des partenaires pour matérialiser ce grand projet. À Lubumbashi, quelques membres du gouvernement conduits par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, ont discuté avec quelques investisseurs. Dien Balaka, commentaire.
C'est un premier grand pas qui est en train d'être franchi pour l'installation de l'usine pilote de l'industrie de fabrication de batteries électriques dans le Haut-Katanga. Ces 4 membres du gouvernement conduits par le ministre de l'Industrie qui ont fait le déplacement pour Lubumbashi tentent de convaincre les investisseurs pour s'approprier ces grands projets. Face à eux, au cours de ces échanges de haut niveau avec les responsables des différentes banques œuvrant en République démocratique du Congo, ces membres du gouvernement ont démontré chacun dans son secteur tous les enjeux contenus dans ces projets, une initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réunion élargie à d'autres financiers étrangers, eux des délégués de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui ont réitéré leur engagement respectif pour matérialiser ces grands projets. Les partenaires financiers doivent risquer avec les RDC pour capter une partie de la masse monétaire qui circule autour de l'industrie des batteries et véhicules électriques évaluée à 10 000 milliards de dollars américains d'ici 2025-2030, a lâché le ministre de l'Industrie lors de son speech. Bien avant ces échanges, ces membres du gouvernement ont visité la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi. Question de se rendre compte de matériel utilisé car elle pourrait être associée à ces projets de fabrication des batteries électriques en RDC. La G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulassi met sur le terrain des médiateurs pour traquer les Kuluna en appui à la police nationale congolaise et annonce la formation de 50 nouveaux autres. Regardez. Anciens Kuluna, devenus médiateurs. Ils sont 24 désignés pour faire le travail de conscientisation des jeunes délinquants qui pourrissent la vie aux paisibles citoyens dans les 24 communes de la capitale. Ces médiateurs vont amener les Kuluna à la raison par une identification, sensibilisation, réinsertion sociale après désintoxication. L'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, qui s'est fixé l'objectif d'être une alternative du bâton pour ces délinquants, reste droit dans ses bottes. En recevant les responsables des médiateurs de toutes les communes dans son bureau, l'élu de la FUNA leur offre une rémunération stable, mais aussi une prise en charge médicale pour eux et leurs dépendants à travers la couverture maladie universelle. Et leur mission est claire. Ce sera pour ceux qui auront choisi la voie de la raison. Les autres auront maille à partir avec les pouvoirs publics. Comme on peut le voir, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba est très déterminé dans ce combat contre la délinquance juvénile. G24 qui lutte contre les Kuluna allie également son partenaire traditionnel Lisungi. À ce jour, 25 000 abonnés sont enrôlés sur toute l'étendue de la capitale. Parmi eux, nous comptons aussi les anciens Kuluna et leurs familles. D'ici le mois de juin, le G24 atteindra 35 000 abonnés qui vont bénéficier d'une bonne prise en charge médicale à moindre coût. Une œuvre qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Nicolas Kazadi, ministre des Finances, partage cet intérêt car il vient aux nouvelles auprès de G24 afin d'apporter sa pierre à l'édifice. À Nairobi, au Kenya, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a obtenu l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à s'impliquer dans les processus d'une paix durable. Regardez. Compte tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après 4 heures d'échange entre le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les ministres rwandais des Affaires étrangères représentant son président, les sommets quadripartites de Nairobi a pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDRCS mis en place par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant aux groupes armés étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs, puis renoncer au métier des armes.
En cas de refus, précise les communiqués final, la force militaire régionale de la East African Community, opérationnelle dans les tout prochains jours, va les y contraindre. À ces sujets, justement, les sommets a recommandé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'écouter les différents groupes armés locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDR-CS. Pour prêcher par l'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce vendredi 22 avril ici à Nairobi au Kenya une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces d'Ituri, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets s'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial pour le suivi des résolutions au sein de la East African Community. Ça, à quand la fin des travaux de la route de la 7e rue limitée? La question reste pendante sur les lèvres de la population. Regardez. La 7e rue dans la commune de Limété, quartier industriel, présente un intérêt majeur pour les usagers de la route en général et les habitants de Limété industriel en particulier. Une fois réhabilitée, cette route va résorber largement le problème des embouteillages au quartier industriel et sur le boulevard Lumumba. Malheureusement, les travaux de réhabilitation de la 7e rue Limété industriel avancent à pas des tortues. La population s'en plaint, parle de la négligence et même du détournement de fonds. Ils ne font que bouffer l'argent. Ils bloquent la route pour ne rien faire. Toute la journée. Président de la République, pourquoi le travaux tarde-t-il à terminer? Est-il vrai que l'argent a-t-il été détourné ou volé? Selon l'Office de voiries et drainage, OVD, qui surveille les travaux, et la mission privée des contrôles Blacktari, ainsi que la société Modern Construction, qui exécute les travaux, il y a plusieurs causes de ralentissement. C'était pas facile quand tout le monde le sait. Cette mairie, c'est vraiment fréquenté. Il y a des gros camions qui viennent livrer de la friperie, il y a le motard, il y a des commerçants. C'est vraiment fréquenté. C'était pas facile pour nos engins de travailler sur la 7e rue. Mais on a dû réaliser déjà le 98% de l'ouvrage d'assainissement. Nous avons aussi d'autres problèmes de l'autre côté, d'où ils ont construit à au moins 2 mètres déjà sur la chaussée. Pour l'OVD, il est anormal de parler des détournements ou des vols d'argent. Nous devons dire à la population que les travaux qui se font dans le cadre des modernes constructions sont des travaux de préfinancement. Ça signifie l'entreprise qui a gagné le marché, il apporte son argent et l'État va commencer à rembourser. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que pour la gestion de cet argent, l'OVD est ni de près, soit de loin pour la gestion de cet argent. Dans la capitale congolaise, beaucoup de travaux peinent à être réalisés. Si pour la 7e rue Limété industrielle, il y a de raisons avancées par les acteurs, que dire des autres chantiers? Est-ce un sabotage des actions initiées par le chef de l'État? Et pour combien de temps encore? Ici, les engins roulants tournent en plein régime. Nous sommes sur l'avenue Kimwinza, dans la commune de Kelamon, sur l'axe Victoire Kimwinza-Bongolo. Ces travaux s'exécutent par l'entreprise GMC SARL. C'est voulu et très bien, constat fait par une délégation du ministère des ITPR. Erudis Kitutumo Diri Zinkianda, reportage.
Dans le cadre du projet ABC qui vise la promotion des PME congolaises, initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avenue Kimwenza est en pleine réhabilitation sur une longueur de plus d'1 kilomètre. Ces travaux exécutés par l'entreprise GMC SRL sont suivis de près par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Gisaro Mouvouni pour une durée de 14 mois. Sur financement de partenariats public-privé. L'avenue Kimwenza au PK0 est bétonnée au croisement Kimwenza-Victoire. L'asphalte a été effectué sur 108 mètres. Un peu plus loin, vers le rond-point Bongolo, la chaussée est aussi asphaltée et les caniveaux déjà construits. Sur Kimwenza Kapela, une seule difficulté, l'écoulement des eaux. L'Office de voirie et drainage a dépêché un camion-citerne avec un plan pour l'orientation pour l'évacuation des eaux sur ce site à problème. Vous voyez ici, il y a un caniveau qui doit passer ici et qui va rencontrer un caniveau trop petit. Vous voyez la difficulté. Maintenant, je suis en train de réfléchir si je récupère ces eaux, je les amène vers l'université où il y a les évacuations, mais le caniveau est trop petit. Il ne va pas recevoir la section qui vient ici, la recevoir en bas. Et quand on va construire ici, il y a une ligne de partage qu'on va faire ici. Quand on fait la route, il y aura une ligne de partage qui ramène les eaux d'un côté et qui ramène les eaux de l'autre côté. Sur l'avenue Victoire, GMC SRL se lance dans la réhabilitation profonde sur les deux structures de la chaussée construite d'une part en béton et de l'autre en asphalte. Chose promise, chose due, le bac de Zongo a été mis à flot après sa construction pour tester son efficacité sur les eaux du fleuve Congo. C'est la concrétisation justement de la promesse faite par le président de la République à la population de cette partie du pays. Suivez. Le Congo dispose d'un nouveau pont flottant pouvant rouler et transporter des conteneurs en provenance du port de Douala, Togo et Lagos jusqu'à Bangui et emprunter ainsi la route Zongo, Libenge, Gemena, Akula jusqu'à Kinshasa. Construit à Kinshasa par Oriental Road and Construction, ORC en cycle, une société de droit congolais, le bac Zongo a été mis à flot au majestueux fleuve Congo dimanche 17 avril 2022. Il est midi lorsque ce nouvel engin flottant quitte le chantier pour l'eau. À son bord, différentes personnalités venues de la présidence, de l'Office des routes ainsi que celle d'Oriental Road and Construction. L'objectif de cette randonnée fluviale, l'essai de navigation du bac Zongo sur ce fleuve. Construit avec la main-d'œuvre 100% congolaise, cet engin flottant pimpant neuf a une capacité de 50 tonnes. Il peut prendre une dizaine de véhicules légers, il peut prendre un camion avec remorque, il n'y a pas de souci. Alors jusque-là, tous les essais que nous faisons sont bons et je crois que bientôt le bac sera remis à l'Office des routes pour être acheminé à Zongo. Les chargés de mission du président de la République, qu'il a également constaté pendant la randonnée, s'est félicité de la qualité de l'ouvrage. Pour sa part, le DG de l'ERC a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Office de route pour sa collaboration et son accompagnement technique pendant la construction de cet engin dont il est l'utilisateur. On doit féliciter l'Office de route également qui a eu l'occasion de nous former. Aujourd'hui, nous démontrons que c'est une école. Le bac Zongo vient ainsi concrétiser la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite à la population de Zongo pendant sa visite dans ce coin du pays en décembre 2019. Différentes sociétés civiles plaident pour la participation politique des femmes dans les instances de prise de décision. Plaidoyer fait au cours d'un point de presse. Christine Nzou. La participation politique des femmes dans les instances de prise de décision, c'est parmi les combats menés par le Comité national Femmes et Développement qu'on a fait avec l'appui de Femnet à travers Oxfam. Plusieurs activités ont été organisées à cet effet à Kinshasa, dans les autres provinces. L'on peut citer des plaidoyers auprès des autorités du gouvernement et des dirigeants des partis politiques pour les interpeller par rapport aux engagements pris. Jeanne Zouzi l'a confirmé lors de sa conférence de presse. On a vu qu'effectivement, il y a des problèmes concernant la participation politique de la femme à l'ADC. Nous avons des lois, nous avons ratifié aussi les instruments internationaux sur les droits des femmes, mais jusqu'aujourd'hui, on dit 25 ans après, donc un quart de siècle après, nous n'avons pas encore atteint les 25%, qui a été proposé par la conférence de Beijing.
Mais au-delà de ça, nous avons la Constitution qui prône la parité. Nous avons aussi notre loi sur la mise en œuvre de la parité et des droits des femmes. Voilà qu'on n'a toujours pas atteint, donc il y a des défis. Les mêmes plaidoyers étaient aussi menés à Kikwit, à Bandundouville et à Bukavu sur la prise en compte du genre sur les listes électorales de 2023. Aussi sur les listes nominatives conformément à la Constitution de la République. Madame Jeanne Zouzi et la PCA du CONAFED ainsi que la présidente du REFED du Congo central ont toutes dénoncé les harcèlements sexuels dans les milieux professionnels qui constituent aussi un frein à l'épanouissement de la femme. Les représentants des partis politiques, ceux des différentes communautés, les chefs coutumiers et les différentes confessions religieuses de la province de Nord Kivu ont été reçus tour à tour par l'ancien ministre des hydrocarbures et cadre de l'UDPS. Les échanges ont gravité autour du fonctionnement de l'Union sacrée dans cette partie de la République. Diane Balaka pour le commentaire. Lecture de l'état de siège. L'analyse sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, fonctionnement de l'Union sacrée en province, c'est autour de ces trois importants sujets que le ministre de thé honoraire des hydrocarbures, Rubens Mikindo, a consulté pendant 3 jours presque toutes les couches sociopolitiques de la province du Nord Kivu durant son séjour dans la ville de Goma. Le premier à être reçu, les représentants de partis politiques membres de l'Union sacrée, 3 heures d'échange ont suffi pour dégager d'importantes résolutions. Le deuxième jour a été consacré aux échanges avec les représentants des différentes communautés du Nord Kivu. Nous voulons la paix, rien que la paix. Nous avons constaté que si une fois les autorités de l'état de siège, les autorités militaires sont déchargés de quelques tâches administratives, ils seront peut-être efficaces sur le terrain pour les opérations. Enfin, au 3e jour, au siège de l'Assemblée provinciale, le privilège a été accordé aux chefs coutumiers, aux confessions religieuses ainsi qu'à la société civile. Arrivé à la fin de son séjour, c'est au cadre de l'Union sacrée et notable du Nord qui vous s'est dit satisfait. Il fallait en tout cas passer une fois de plus à cet exercice, ce qui aura été de temps en temps aussi pédagogique, qui nous a permis à comprendre finalement, et avec peut-être un peu d'effort, nous pouvons arriver à régler la question qui préoccupe cette population. Rubens Mikindo Mouima ne compte ménager aucun effort pour apporter sa pierre au rétablissement de la paix dans cette partie de la République. Et ce communiqué de presse, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNCS en sigle, informe ses partenaires